Michel Arong sur un pays, une région, un continent, dans tous ces États, l'Afrique et spécialement le Rwanda. Le Rwanda, vous avez écrit un livre majeur, je dirais, sur cette histoire, ces régimes, etc. Mais justement, avec le recul, Michel Arong, est-ce que, au fond, c'est le contraire des histoires morales avec Happy End? Là, c'est plutôt, selon vous, les criminels qui sont récompensés. Pour moi, c'est un peu un conte de fées qu'on raconte. Et il y avait les bons et les méchants. Et chez nous, les anglophones, on disait toujours que les FPR étaient les bons. Les Français, ils n'étaient pas du tout d'accord au début. Hein. Ils critiquaient, ils étaient très critiques à l'égard de Kagame et le FPR. Et après, ils ont changé d'avis. Mais maintenant, je pense qu'on s'est rendu compte que les bons sont eux aussi des méchants. Ils ont beaucoup de sang sur leurs mains. Ouais. Ils ont massacré les gens avant le génocide, pendant le génocide, après le génocide. Et ça s'est passé au Rwanda, mais aussi au Congo, aux pays voisins. Et il y a eu probablement des centaines de milliers de morts dans les années après qu'on a démantelé les camps de réfugiés là-bas dans les forêts. Vous voulez dire que ça a continué des années après, quoi. Oui. Et maintenant, il faut dire qu'effectivement, il y a aussi une groupe rebelle, le mouvement des 23, qu'on sait que c'est soutenu par le Rwanda, et il y a 800 000 personnes qui sont déplacées à cause de la violence de ce groupe. Et les Nations Unies, ils ont dit ouvertement, les États-Unis, ils ont dit ouvertement, c'est un groupe qui est soutenu, équipé, armé par le Rwanda, et ils sont en train de laisser des traces dévastateurs sur la région, mais on accepte ça. Le but, c'est quoi par rapport justement à l'Ouganda, au Congo? Que veut d'après vous, Kagame, enfin le régime de Kagame par rapport à ça? Bon, on a beaucoup parlé des matières premières qui se trouvent au Congo, parce que c'est un pays très riche. Le cobalt, l'or, les diamants, l'huile. Mais pour moi, c'est pas seulement ça. Ça suffit pas comme explication. Alors, c'est quoi, à votre avis? Bon, pour moi, je pense Kagame, c'est un monsieur qui veut se rendre incontournable. Il veut que tout le monde l'admire. Tout le monde accepte que c'est le président le plus important, pas seulement dans les Grands Lacs, mais dans l'Afrique. Il veut être invité à Davos, il veut aller aux États-Unis, il aime bien le tapis rouge, il voyage tout le temps, et il veut vraiment l'admiration du monde entier. Comme le grand président de l'Afrique, le président le plus important de l'Afrique. Oui, et c'est bizarre parce qu'effectivement, le Rwanda, c'est tout petit. C'est un des plus petits pays en Afrique, et c'est un des plus pauvres aussi. Ils ont vraiment des problèmes économiques là-bas, mais quand même, il est devenu un voix vraiment important et fort sur le continent. Et justement, en fait, aujourd'hui, parce que par rapport au Congo, le Rwanda, je parle économiquement, c'est pas grand-chose par rapport à beaucoup d'autres pays. Et comment vivent, alors justement, est-ce qu'aujourd'hui, le régime Kagame, c'est un régime quoi? Totalement dictatorial, totalement autoritaire, ou effectivement jouant avec, pour montrer que quand même non, c'est nous maintenant, c'est la démocratie. Comment c'est vécu? Vous le racontez dans votre livre, mais j'aimerais avoir votre... Pour les touristes ou les journalistes qui vont là-bas pour la première fois, ils écrivent tous le même article. Ils parlent du fait que c'est très propre, et il n'y a pas d'ordures, c'est très calme, c'est très discipliné. Ils aiment bien ça, parce qu'on est des Occidentaux, on aime bien ça. On parle de la Suisse de l'Afrique. Mais effectivement, si on est en Rwandais, Kagame, il n'accepte pas la contestation. Alors, si on ose le critiquer, si on prend ses distances avec sa politique, ou on passe en tôle, ou on disparaît,
où on est assassiné en Afrique du Sud. On s'enfuit et après il y a les escadrons de mort envoyés par Kigali qui font la chasse aux hommes. Ils trouvent ces messieurs les plus importants sont éliminés et on sait ça, on a vu les morts. J'ai essayé dans mon livre de raconter cette histoire parce que je voyais que c'était vraiment les gens ne suivaient pas. Et alors justement, c'est intéressant. Vous avez parlé quand même, vous avez parlé de Suisse de l'Afrique. Je ne sache pas qu'en Suisse il y ait eu des génocides avec même des milliers de morts. C'est assez étonnant. Enfin, je dirais, c'est le moins que l'on puisse dire qu'on emploie le mot de Suisse pour parler du Rwanda. Enfin bon. Oui. Et ce qui m'a beaucoup étonné, j'ai découvert qu'on disait ça, on utilisait le terme la Suisse de l'Afrique pendant que l'ancien président Juvenal Habyarimana, qui a mené une politique génocidaire, déjà on utilisait cette phrase. Alors souvent on voit que Kagame, on pense qu'il a tout changé, mais effectivement à ce niveau-là, il n'a rien changé du tout. C'était déjà ça. Oui. Et comment vous expliquez, vous étiez basé à Kinshasa, etc. C'est quoi, parce que vous le dites en exergue, c'est quoi? Mes ennemis, il faut les tuer, il faut les éliminer, c'est ça. C'est une politique, je dirais, pas généralisée. Mais est-ce que c'est intéressant, parce que vous avez vécu là-bas, est-ce que c'est chez certains leaders africains, et pas seulement africains d'ailleurs, on a vu Pol Pot au Cambodge et beaucoup d'autres, mais sans faire des comparaisons. Est-ce que l'idée, c'est on ne supporte pas l'opposition, il faut qu'elle disparaisse? Oui, je pense que c'est justement ça. Si on regarde un peu ce qui fait Yoweri Museveni, c'est le président de l'Ouganda, qui est plus vieux, c'est un peu comme un oncle pour Kagame. Lui, il a toujours dit, au moins il a déclaré en parlant avec ses officiers, nous on va pas assassiner les gens. Nous, on ne va pas mener une politique de ce genre. Et effectivement, on voit que les gens comme Bobby Wine, les chefs de l'opposition, Kizza Besigye, ils restent en Ouganda. Ils ne vont jamais gagner une élection, mais ils restent en Ouganda parce qu'ils ne se sentent pas menacés personnellement. Et ce n'est pas le cas au Rwanda. Il y a une chef d'opposition, une dame qui s'appelle Victoire Ingabire. Elle a passé 8 ans en prison. Elle est sortie. Maintenant, elle ne peut pas sortir de chez elle. Et elle doit rester dans sa maison. Elle est assignée à résidence en prison. Et il y a plein de gens qui appartenaient à son parti qui se sont fait abattre. On ne sait pas bien comment, pourquoi. Et il y a aussi beaucoup de journalistes qui sont en tôle, qui ont critiqué, ils ont osé critiquer le régime. Régime. Et dites-moi, alors effectivement, cette espèce de silence de chape qui a eu le Hôtel Rwanda, et Dieu sait, il y a eu des films, il y a eu des publications. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, quand vous regardez ce qui a été, sans vouloir, l'opinion publique qu'il y a eu sur le Rwanda depuis, ça fait 30 ans maintenant, 93... 29 ans. 29 ans, oui, c'est ça, 29 ans. Est-ce que, à votre avis, est-ce que la vision des opinions publiques, je ne parle pas spécialement du genre, des opinions publiques, a changé et comment? Vous voulez dire ici en Occident? Ici en Occident, absolument. Oui, bon, moi je pense, chez moi en Angleterre, on soutenait toujours le FPR. C'était la même chose aux États-Unis. On pensait que c'était un groupe rebelle qui avait arrêté les massacres. Ils parlaient le langage de la réconciliation ethnique. C'était des gens bien, courageux. Ils s'exprimaient d'une façon très convaincante. Et on les soutenait avec... ils reçoivent beaucoup de soutien financier étranger jusqu'à maintenant. Au niveau de la France, c'est beaucoup plus compliqué et c'est très intéressant. Et pourquoi alors justement ça m'intéresse parce que votre la avis. France soutenait François Mitterrand, il était très proche de Juvenal Habyarimana, l'ancien président qui est mort dans cet avion. Bien sûr. Et après, on ne voulait pas entendre du FPR parce qu'on voyait ça, l'invasion du FPR et la prise de pouvoir du FPR comme une tentative
quand la France perdait son influence dans sa chasse gardée. C'était les Anglais, les Américains qui prenaient contrôle de ce pays-là. Alors, on était très contre, mais après, ça a changé avec Sarkozy. Elle a commencé à faire un type d'amitié, d'avoir des liens un peu plus chauds. Et maintenant, après, il y a eu le rapport Duclerc, très important, des historiens qui a examiné le rôle de la France. Et on a fait un peu toute une prise de conscience du rôle des Français. Mais juste un mot, ça m'intéresse, Michaela, vous en parlez, etc. Vous savez qu'il y a une polémique énorme qui continue en disant que justement les Français avaient pris position pour je n'ai pas le wrong horse, enfin le mauvais cheval, c'est pas ça, mais que les Français, vous savez, on a dit, a été complices du massacre, enfin qu'ils ont laissé faire, etc. Et d'autres qui disent c'est absolument faux, c'est pas vrai, il n'y a pas eu de laisser faire. Quel est votre avis? Selon ce que j'ai compris, l'armée de Juvenal Habyarimana a eu des formations françaises. Et il y avait des forces sur place quand le génocide est déclenché. Et on parle aussi du fait que les milices Hutus qui ont commis beaucoup de massacres ont eu une formation française. Ce que je sais aussi que Opération Turquoise à l'époque, on rendait possible, on aidait les génocidaires, plusieurs, à s'enfuir du pays. Et souvent, ils sont venus ici en France. Après, ils sont venus ici en France, dans les dom-toms français. Ils se sont installés. Et le gouvernement au Rwanda, ils veulent absolument les juger à Kigali. Mais pour moi, je pense que les Français, ils ont un problème parce qu'ils réussissent pas à voir clair la question du Rwanda. Ils sont tellement là, ils sont là à débattre toujours le rôle de la France. Pour moi, c'est pas intéressant, c'est pas important. C'est le rôle du Kagame, le FPR, qui m'intéresse. Et ce qu'ils sont en train de faire maintenant, surtout dans le Congo, et surtout envers les dissidents, les journalistes, les personnes qui travaillent dans les droits de l'homme. Moi, je m'en fiche un peu du rôle de la France. En plus, ce n'est pas, bien sûr, ce n'est pas la chose la plus importante. Michaela Rongo, au fond, alors vous avez parlé un peu, vous dites que l'une des motivations, effectivement, de Kagame, c'est aussi se faire bien considérer que c'est un grand leader, etc., même si le Rwanda est de loin pas un des grands pays d'Afrique. Mais au fond, aujourd'hui, presque 29 ans après, puis ce qui a continué, quel est l'état des forces en présence? D'abord, est-ce qu'on continue, je ne dirais pas sur la même taille, est-ce qu'on continue à massacrer dans cette région ou pas? Ou ça s'est calmé, vraiment? Parce qu'on ne sait pas. Non, moi je pense qu'il y a toujours un niveau de violence très élevé à cause de ce mouvement 23, qui ça a recommencé depuis plus d'une année. Et moi je suis étonnée parce qu'il y a 2 ans déjà ce mouvement existait et on a coupé le soutien financier en Occident au Rwanda et après ils se sont retirés, les rebelles, et on sait que ce sont des rebelles soutenus par le Rwanda, et après ils sont ressurgis et il y a presque toute la zone autour du Nord Kivu qui est maintenant contrôlée par ce mouvement, et il y a 5 armées africaines qui sont en déploiement là-bas. Il y a les Sud-Soudanais, il y a les Burundais, les Ougandais, les Kenyans, parce qu'on ne réussit pas à contrôler la situation. 800 000 personnes déplacées ils habitent dans des camps de réfugiés où il y a le choléra, il y a le paludisme. Il y a la maladie qui ravage aussi. Ils sont affamés, ils n'ont pas d'abri, et c'est grâce au M23, et on sait clairement que c'est le Rwanda qui soutient ce mouvement parce qu'il veut faire, Kagame veut faire voir que c'est lui le chef. C'est vraiment pour ça, pour vous. C'est pas des raisons économiques, s'emparer ou en tout cas contrôler les territoires avec minerais, avec terres rares, avec diamants, pétrole, enfin ou quoi que ce soit. C'est plutôt ça. Lui il dit en public, il dit nous on n'est pas concernés, on joue pas un rôle là-dedans. Et aussi il dit que les Tutsis congolais sont menacés
par les milices Hutus, les extrémistes Hutus qui sont toujours dans cette zone. Mais il y a un nombre très, très petit de ces gens-là. Et effectivement, c'est pas la raison. La raison, c'est la concurrence entre Kagame et Museveni, qui est le chef, le président de Ouganda. Il veut absolument faire voir que c'est lui le plus important et que si on l'inclut pas, il va semer le chaos. Et dites-moi, alors, en fait, cette Afrique-là, évidemment, nous on est loin, on voit ça, on se dit bon, on voit bien. Je veux dire que il y a ce côté de l'Occident. Est-ce que vous pensez que, bon, il y a les intérêts, enfin, on sait très bien le rôle que la Chine joue aujourd'hui en Afrique, la Russie, Wagner et compagnie, les États-Unis évidemment, etc. L'Europe. Alors, justement, par rapport aux puissances émergentes. Et je parle des Chine, Russie, enfin Russie, pas une puissance émergente, mais elle est là, elle retrouve les États-Unis qui évidemment. Et est-ce que les précarés, France et Angleterre, qui étaient quand même, c'était les empires, hein, oui. C'est eux qui disent qu'il y avait pendant en tout cas des années, sinon des siècles, ont dirigé. Bon, après il y a eu les indépendances et l'impression qu'on a. Je parle à l'observatrice, à la journaliste que vous êtes. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Europe a encore un rôle à jouer en Afrique, à la lumière de ce que vous écrivez sur le Rwanda et le régime qui y est, et tout ce qui s'est passé? Bon, malheureusement, je pense qu'ils jouent un rôle, mais c'est un rôle très négatif. Hein, négatif. Parce que, oui, bon, on voit que chez moi, en Angleterre, on a décidé que Kagame est un héros pour des raisons d'intérêt anglais, parce qu'on veut envoyer les demandeurs d'asile là-bas. C'est un pays... Ah oui, vous voulez dire qu'on veut arrêter l'immigration et les renvoyer? Oui. Et on s'est mis d'accord, on a signé un accord. C'est un des pays le plus surpeuplé d'Afrique, mais Kagame a donné son accord. Alors il va accepter ces gens-là. On a un gouvernement de droite qui n'aime pas du tout la migration, qui veut faire voir à la population britannique qu'ils sont en train de... Oui, parce qu'il y a des problèmes, on sait. Oui, qui prend en charge ce problème. Alors on dit qu'on va envoyer les gens là-bas. Il n'y a pas encore une seule personne qui a été envoyée parce que, bon, il y a tout un débat qui se fait maintenant dans les cours. Mais grâce à ça, l'Angleterre, ils vont jamais dire un mot contre le régime. Okay. Et en France, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une carte que Kagame peut jouer, c'est celui de l'assistance militaire. Parce qu'on voit qu'il y avait des problèmes au Mozambique, par exemple, avec Total et avec son installation très importante là-bas. Et c'est le Rwanda qui a envoyé les militaires au Mozambique pour entourer l'installation, pour apaiser la situation. Et je pense que maintenant, c'est très clair que Macron, il compte sur Kagame pour envoyer... Les Français sont plus les bienvenus au Sahel et on compte sur Kagame d'envoyer les militaires s'il y a urgence au Sahel. Donc Kagame a quand même une sacrée puissance militaire, en tout cas sur les pays environnants. Apparemment, hein, oui. C'est ce que... Oui, il a envoyé les militaires au Centrafrique, au Darfour, les policiers ont été envoyés au Mali, au Soudan du Sud, Mozambique maintenant, et moi je pense le Bénin, apparemment il y a eu un accord récent entre Kigali... Oui, c'est ce que vous venez de me dire hors antenne. Oui, et je pense que la France regarde vers Kagame pour cette assistance militaire, parce qu'on sait qu'on ne peut plus envoyer les militaires français dans ces pays-là. Donc chacun cherche ses intérêts. En attendant, il y a eu, comme vous dites, 800 000 et 1 million de morts. Ce n'est plus la même chose, mais ça continue, la violence continue plus que jamais. Lucien, ce serait bien d'avoir quelques auditeurs. Je crois que nous avons un auditeur. Là. Oui, on a beaucoup d'auditeurs qui nous appellent au 0826 300 300 et on accueille Antoine de Seine-et-Marne. Bonjour Antoine. Bonjour Antoine. Bonjour André, bonjour à votre invité. André, merci pour vos émissions, parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui parlent de la RDC, même si c'est en miroir à l'histoire au livre de votre invité. Oui. J'avais une question à lui poser. Oui, allez-y.
Tout le monde sait qu'aujourd'hui, le Rwanda sponsorise le Paris Saint-Germain, par exemple, Arsenal en Angleterre, avec des publicités. Tout le monde sait qu'ils n'ont pas de coltan, mais il est considéré comme premier producteur mondial de coltan, alors que le coltan aujourd'hui, les voitures électriques, on en a besoin, comme jamais on en a eu besoin. Que le Rwanda sert de proxy aux Occidentaux et ça dérange pas beaucoup de personnes, mais quand on compare avec ce qui s'est passé avec Hitler, il n'y a aucun écrivain qui a encore le courage, qui a eu encore le courage de le décrire comme le Hitler africain. Et moi, je me demande jusqu'à combien de Congolais qui vont être massacrés par ce régime, parce que là, il est en train de balkaniser l'Est du Congo, parce qu'on sait que c'est les ressources minières qui l'intéressent, jusqu'à combien de Congolais, donc la communauté internationale va faire la sourde oreille, ne va pas décrire ce monsieur comme il doit être décrit. Parce que ce qu'on ne dit pas, c'est que lui, il a son fils qu'il est en train de former. Il a été formé aux États-Unis pour devenir un très grand général militaire. Donc après lui, ça sera son fils. Qu'est-ce qu'on attend pour dénoncer? Parce qu'on sait très bien que tant qu'on dénonce pas, il se passe rien. Moi, c'est ça la question que je pose. Tout à fait. Très bien, Antoine. Alors, on vous a bien entendu. On vous a bien entendu. Justement, Michaela. Alors d'abord, est-ce qu'on peut dire, alors Antoine, est-ce qu'il pousse pas loin ou pas en disant que est-ce que Kagame ne serait pas un Hitler africain? Bon, il y a des gens qui ont utilisé ce mot. Je pense même qu'il y a un écrivain congolais ou rwandais qui a utilisé ça comme titre pour son bouquin. Moi, je ne l'utilise pas parce que je pense que c'est plus intéressant d'entrer dans le détail. Alors justement, parlons du fond par rapport à ce qu'il dit sur la politique de Kagame, par rapport au Congo, par rapport à tout cela, etc. Il faut donner, pour moi, c'est plus utile d'examiner ce qu'il fait et pas le dénoncer avec des termes trop émotionnels. Mais c'est vrai qu'il y a au vu du nombre de morts, excusez-moi, au vu du nombre, on n'a jamais vu ça. Dans toute l'Afrique, on n'a jamais vu ça. Au vu du nombre de morts, on n'a jamais vu ça. Excusez-moi, mais on n'a jamais vu ça. Et ça dérange personne. Alors que le Congo, on sait très bien que c'est comme le grenier du monde entier. Enfin, l'un des greniers du monde entier, disons Antoine. Oui, non, ce que je veux dire, il parle du colton, vous savez, il parle de ce qu'on... C'est ça que je veux savoir. Est-ce qu'effectivement, il n'y a pas une politique, disons, entre guillemets, impérialiste, quelque part, à ce niveau-là? Bon, on a beaucoup parlé des sociétés américaines, surtout, qui sont entrées au Congo après la chute de Mobutu, et grâce un peu à l'intervention des Rwandais et aussi des Ougandais. Pour moi, je pense... C'est évident, il y a des intérêts financiers très importants, mais pour moi, ils suivent la politique étrangère des pays européens, américains. Alors, au début, c'est la politique et après, il y a les boîtes et les hommes d'affaires qui suivent. Mais c'est évident que c'est un facteur très important. Oui, mais Antoine, le problème, ce que vous soulevez, c'est un vrai problème. Mais est-ce qu'il n'y a pas, c'est la passivité, hélas, des sociétés qui sont loin et qui ne réagissent pas? Je suis d'accord avec vous, même jusqu'à présent, même le président de la RDC, il a été nommé par Kagame. Ça veut dire que si Kagame lui dit pas oui, il peut pas prendre le contrôle du territoire. Parce qu'il ne fait rien. Vous parlez de Tshisekedi. Exactement. Et aussi, il y a un problème que Tshisekedi et les élections... C'est pas du tout clair qu'il a gagné ces élections. C'est pour ça que ça arrange Kagame qu'il soit là, lui. Parce que c'est lui qui l'a dit, tu restes là pour l'instant. Comme ça, moi, je fais tout ce que je dois faire. Mais en attendant, tous les jours, même à l'heure où on parle, il y a des femmes enceintes qui ont été éventrées, des enfants qui ont été décapités, ça dérange personne. Comme si le Congolais était un être qui ressemblait à une mouche qu'on écrase. Tout simplement. Oui, et là, il y a eu, et ça, attention, ce que je dis, ça n'excuse rien, au contraire, mais tellement de peuples ont été des mouches qu'on écrase du Cambodge à ailleurs, et en passant parler de l'Europe, de la Seconde Guerre mondiale, qu'on se dit, ça, c'est toujours pareil, mais vous avez tout à fait raison de rappeler des faits. En fait, ce que Michaela, en fait, on a l'impression, quand on lit votre livre, que voilà, ça peut se passer comme ça, parce que les Hutus aussi ont massacré. Ah oui, mais bien sûr. Je veux dire, pas autant que peut-être qu'ils ont massacré les Tutsis, mais enfin, ça a été, je ne sais pas, on ne va pas faire de comptabilité macabre. Dans les forêts du Congo, après qu'on avait démantelé les camps de réfugiés, il y a eu l'armée rwandaise qui est
était le FPR, ils ont massacré les gens. Et c'est les Nations Unies qui ils ont fait toute une enquête là-dessus. 617 incidents d'atrocité. Et on pense qu'il y a eu au moins 200 000 de victimes seulement. Seulement là pour ça. Oui, c'est ça. Oui. Et en fait, alors je vais vous dire, ce que dit Antoine aussi, vous pensez que justement Kagame, qui est quand même le personnage central de votre livre, il peut mettre comme ça, de former son fils et que son fils lui succède, ou ça va vous paraître... Non, je pense que c'est fort probable, parce que ce qu'on voit au Rwanda, c'est un peu la même chose en Ouganda. Il y a un chef d'État qui peut pas partir, hein? Il peut pas prendre la retraite, parce que s'il se met en retraite à ce moment-là où il va se faire abattre par des gens qui ont perdu leur famille, ou il va être envoyé à être jugé à La Haye parce qu'ils ont commis des crimes et des atrocités, des crimes de guerre. Alors on peut pas partir, et si on sait ça et on commence à vieillir, ce qu'on fait, c'est on va choisir ou le fils ou la femme ou la fille comme successeur, parce que comme ça on se sent protégé. Et je pense que c'est ça qui se prépare au Rwanda, et aussi la même chose en Ouganda. Ça fait combien de temps que vous êtes en Afrique, enfin que vous c'est presque 30 ans. 30 ans. Ouais. Et est-ce qu'il y a, c'est chez chefs d'État particuliers, je ne parle pas des peuples, est-ce qu'il y a une psychologie, est-ce qu'il y a, vous avez parlé effectivement de la succession, est-ce qu'il y a des traits communs, est-ce qu'il y a des dénominateurs communs? Parce qu'on a l'impression qu'il y a des dénominateurs communs chez ces chefs d'État qui sont chefs d'État mais qui sont plutôt chefs. Il y a le tribalisme, il y a tout ça, et on a l'impression que eux se disent au fond, la loi c'est nous, les règles c'est nous, et ce qu'on fait, on le fait, et vous les Occidentaux avec vos droits de l'homme et compagnie, vous nous embêtez, laissez-nous tranquilles. Et c'est pour ça qu'ils aiment bien un peu les Chinois, parce que les Chinois s'occupent pas de ça, je veux dire, c'est pas le problème, nous on fait des accords et on est bien ensemble. Oui, effectivement, il y a eu en Érythrée, en Éthiopie, en Ouganda et au Rwanda, il y a eu des rebelles, des groupes rebelles qui ont pris le pouvoir, et des chefs d'État qui étaient des anciens rebelles. Et ce qu'on voit, c'est au début, ils parlent le langage de la démocratie, et après, avec les années qui passent, les élections commencent à être truquées, la presse écrite est démantelée, les journalistes entrent en prison ou ils s'enfuient, les gens qui sont dans l'opposition, ils disparaissent, ou ils sont en tôle, et dans tous ces pays-là, on voit le même processus. Le même schéma, oui, c'est ça. Oui. Kagame, on dit toujours de lui qu'il a un complexe d'infériorité. Il doit s'imposer parce qu'il se sent pas bien à l'aise dans sa peau, quoi. Non, exactement. Qu'il est aigri, qu'il est amer, qu'il en veut contre la société. Il veut toujours avoir le respect de tout le monde.